À la fin du 19e siècle, le gouvernement canadien a adopté le Code criminel qui interdisait les jeux de hasard et d'argent. Dans le Canada de l'époque, on avait une partie du Canada qui était anglophone et protestante et le Québec catholique et francophone, où est-ce que les gens étaient beaucoup plus souples, où on avait peut-être moins de problèmes au niveau de la moralité en ce qui concerne les jeux de hasard. Donc, plusieurs facteurs ont fait en sorte que Montréal est devenue de plus en plus importante. Et à un moment donné, on se retrouve aux États-Unis avec une réglementation qui prohibe le jeu. Il y a des paris qui se font aux États-Unis, mais qui passent par Montréal pour contourner les réglementations américaines. Il y avait une législation américaine qui interdisait les paris entre États. Et puis, on a fait de Montréal un peu une espèce de point relais pour relier justement les appels téléphoniques entre les divers États. Donc, ça a permis à Montréal de prendre une place vraiment importante. Donc, c'est un peu peut-être même pour ça et en raison, entre autres, de la tolérance qu'il y avait à l'époque et tout, qui a permis à Montréal de devenir beaucoup plus important dans le secteur. En effet, c'était la troisième ville en importance autour dans les années 40-50 en Amérique du Nord. Vous engagez sur n'importe quel game de football, n'importe quel game de hockey, n'importe quel game de collège football, tu pouvais engager sur tout. Gambling was illegal but very widespread, and there were plenty of houses where you could play barbot, a very specific type of gambling to be found in Montreal and really nowhere else. Il y avait des gens qui voulaient jouer, puis qui jouaient dans des barbottes. C'est comme ça qu'on appelait les maisons de jeu. Et des fois, on les appelait barbottes volantes parce qu'on déplaçait le lieu d'opération. Les joueurs, là, ils savent où aller, hein. Au Blue Bonnet, tu vas cacher sur le cheval, mais il peut te dire la barbotte est à telle place. Hein? Les chauffeurs de taxi aussi, ça va. Le bouquet, celui qui prend les paris, là. Lui, il se promène sur la rue le matin, là, puis maintenant, il va prendre un café au Northeastern, là, puis il dit, ben là, la barbotte est à telle place, là, on est déménagé. Telle rue, telle adresse, là. Puis là, ben, si t'as pas de transport, si c'est trop loin, mais il y a une navette qui fait la navette, elle va te chercher, elle va te conduire. Le gros jeu qui fait la réputation de Montréal à cette époque-là, c'est la barbotte, en plus des maisons de paris. La barbotte, eh bien, c'est simple, c'est un jeu de dés où est-ce qu'il y a deux groupes qui sont de chaque côté d'une table. C'est un jeu qui est extrêmement rapide, qui était extrêmement populaire aussi à l'époque à Montréal et puis qui a fait la renommée de Montréal. D'ailleurs, des gens venaient de l'étranger pour venir jouer à la barbotte ici à Montréal. Il y avait une barbotte tout près de ma grand-mère, sa rue Sainte-Élisabeth, vous savez, mais les autres gars, eux autres, je leur contais ça, puis ils ne me croyaient pas. Alors, ils nous ont emmenés voir une barbotte. C'était une grosse barbotte, ça, dans l'Est, là. Une barbotte Saint-Léonard, qui était aujourd'hui, je sais à peu près, parce que la 25 aujourd'hui, qui traverse les palais de la Fontaine, puis la 25, là, c'était à peu près dans ce coin-là. Beaucoup de voitures, beaucoup de monde là-dedans, beaucoup d'argent. Bien, à l'entour de la table, tu pouvais mettre une vingtaine de personnes, hein? D'avant en arrière, on avait tout le tour, là. Il appelait ça la petite table et la grosse table. Et la plupart, c'était deux tables. Une petite table pour de 1 à 10, une pièce à 10 pièces. Un tapis vert, là, pareil comme les salles de poule, là, les tables de poule, là. Mais c'était des planches carrées, là. Tu mettais un bout, là, puis tu garochais tu frottais les dés, puis là, tu te recules, puis les roll de dice, qu'ils appelaient ça, là. Tu faisais rouler, il y en a qui garochaient sur la planche en avant, puis ils retombaient. Puis d'autres qui les envoyaient rouler tout le long. Il fallait que les deux dés touchent à l'autre bout, là. Sinon, c'était pas bon. C'était un drôle de jeu. Ça n'existe plus, ça, la barbotte, je pense. La barbotte, elle fait tout le temps son argent, hein. Il y a tout le temps 5-10% qui gardent, là. Il y avait des loteries clandestines. Vous achetiez pour 25 cents un petit papier broché. Dessus, c'était marqué, par exemple, 12-27. Première punition, 12-27. Ou premier but à 14-32. Là, vous regardiez la partie des Canadiens. Et là, si le premier but était compté à l'heure où votre billet l'indiquait, vous gagnez jusqu'à 1 000 $.
Le petit problème, c'est de cette collecter de 1 000 $. Et ça, c'était organisé à travers la ville. Tu pouvais t'acheter des billets, c'était tout illégal. Tu sais, le gars qui voulait jouer aux cartes jusqu'à 5 heures du matin, puis voulait prendre un coup, là, il y en avait partout. C'était ouvert, il y en avait. Mais si tu voulais pas y aller, tu y allais pas, puis c'est tout, tu sais. Au Québec, la grande majorité des gens toléraient les jeux de hasard ou s'adonnaient aux jeux de hasard et d'argent. Et puis, même quand on pense que l'Église catholique aussi les permettait, parce que dans les sous-sols d'église, on avait les bingos. Les paroisses catholiques se finançaient souvent avec des bingos. C'est extrêmement populaire pour les femmes, autant pour socialiser et puis, bien entendu, ramener de nouveaux biens ou de nouvelles denrées à la maison. Par contre, c'était souvent quelque chose de critiqué. Beaucoup au Canada anglais, peut-être un peu moins ici au Québec, mais on reprochait beaucoup aux femmes de délaisser leur famille. Parlant gageure, il y avait les fameux sweepstakes irlandais qu'on envoyait de l'argent, puis qui vous envoyaient un petit coupon. C'était à peu près comme aujourd'hui notre Loto Québec, sauf que c'était irlandais. On voit souvent à la une de journaux les gagnants des sweepstakes irlandais, par exemple les numéros de loterie qui ont été tirés, alors que c'est pas quelque chose qui devrait se produire. Donc, il y a vraiment une tolérance générale. Il y avait aussi des pyramides qui étaient en vogue et puis que je m'étais fait prendre par une collègue de travail chez Hartney's. Parce qu'elle disait, tu ramasses 2 noms, ces 2 noms-là se font 2 noms, c'est de là. Puis il y avait comme une espèce de tracé de pyramide. Puis tu peux recevoir 500 $ en moins de temps. Vous perdiez votre argent. J'avais perdu un gros 5 $, puis j'étais bien malheureuse. À Montréal, il y avait des maisons de paris situées un peu partout sur le territoire de la ville de Montréal. La majorité était concentrée au centre-ville, dans le Red Light, entre autres. Et puis, c'était vraiment des maisons, par exemple, normales. Peut-être des lieux où est-ce qu'on entrait, où est-ce qu'il y avait, par exemple, des tableaux où on voyait les courses à venir, les résultats des courses. On pouvait manger. Des fois, il y avait des petits restaurants dans les maisons de Paris où est-ce qu'on pouvait consommer des boissons alcoolisées. C'était vraiment des endroits extrêmement agréables. Donc, un peu, des fois, des mini-casinos parce que des fois, ça comprenait maison de jeu aussi. Donc, on pouvait autant parier qu'aller jouer au dé ou aller jouer au poker. Ils vendaient un sandwich puis du coke. Puis des sandwichs... c'est surtout des sandwichs aux œufs. Je pense qu'ils vendaient des langues dans le vinaigre, puis des œufs dans le vinaigre, puis des sandwichs, puis un petit commerce bien simple, là, pas de soupe, puis pas de liquide. Là. Ah, il y avait du coke, peut-être, mais du café. Ouais, pas de café, oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis ils vendaient des pilules, des aspirines. Ceux qui avaient mal à la tête. Il n'y avait pas de boisson dans les barbottes. Non, c'était trop dangereux, là, parce que... Quand tu perds, tu choques, hein? Il y avait 2 ou 3 gardiens, 2 ou 3 gars qui se promenaient tout en civil, là, puis ils se promenaient, puis la minute qu'on voulait parler trop fort, mais là, ils sortaient, ils parlaient, tu sais. Où est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Bien, le crime organisé, il s'implique. À cette époque-là, un combat de boxe, c'était une vitrine pour le crime organisé. Les meilleurs billets, c'est eux qui les avaient. Et c'était ça, puis beaucoup d'avocats de la défense qu'on voyait dans les meilleurs bancs. Dans la boxe, ça se faisait de deux façons. La façon régulière des bouquets, ou ça se faisait sur le plancher à côté de l'arène. Il y avait des gens, là, des sommes d'argent fabuleuses qui s'échangeaient. D'arrête là, à la vue de tout le monde. Le gambling, c'était une grosse vache à lait du crime organisé dans cette époque-là. Pour qu'un bookie réussisse vraiment à s'implanter dans une ville et puis à prendre de l'expansion et puis bien entendu à engendrer des revenus importants, eh bien dans un premier temps, ça prend de l'argent. Ça prend un système télégraphique, un important réseau qui permet d'amener les résultats des paris au même endroit. Et dans un tel contexte, si on a besoin d'autant d'infrastructures, eh bien il faut avoir un local fixe. Il ne faut pas avoir à déménager, il ne faut pas avoir à changer de place parce que ça entraîne des coûts beaucoup trop importants. Donc, ça prend la protection de la police, ça prend la tolérance de la police. Et puis, bien entendu, si par exemple il y a des plaintes
de la population ou des gens aux alentours, eh bien, c'est s'assurer justement qu'on va être protégé de A à Z. Donc, c'est vraiment de réussir à faire taire les gens, de réussir à finalement garder son installation en place. Donc, c'était pas dans toutes les villes qu'on pouvait facilement implanter des centres de Paris. Et puis Montréal, c'était une ville où est-ce que c'était extrêmement facile en raison de l'attitude très tolérante des autorités. À la fin des années 40, Pacific Plante disait qu'il avait environ 250 maisons de jeu sur le territoire montréalais. Donc, c'est tout de même assez considérable. Peu importe où est-ce qu'on était, qu'on soit à la maison, qu'on soit à la maison de jeu, qu'on soit au travail, il y avait façon de parier.